Bonsoir à tous. La rentrée scolaire est prévue pour le 1er octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. À quelques jours de cette rentrée scolaire, le Grand Débat organise une série d'émissions à partir de ce soir pour voir dans quel état d'esprit se trouvent les élèves, les parents d'élèves et les enseignants qui vont affronter une nouvelle année scolaire. À cet effet, nous aurons 3 débats. Le premier concernera le niveau primaire et secondaire, le second, la formation professionnelle et technique, et le troisième, le niveau supérieur. Pour ce premier débat sur les préparatifs de la rentrée scolaire, nous allons nous intéresser sur les moyens mis en œuvre par l'État pour assurer une bonne rentrée scolaire au niveau du primaire et du secondaire. Et pour ce faire, nous avons convié sur ce plateau les principaux acteurs de l'école nigérienne qui vont nous dire ce qui a été fait en cette veille de la rentrée scolaire pour permettre une bonne reprise des cours aux élèves et enseignants. Nos invités sont M. Naneze Arzika Issoufou, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. M. Wisliman Ransa Rantan, président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. M. Gali Daouda, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEL, et M. Lawali Garba, secrétaire général adjoint du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau du Grand Débat où nous allons parler des préparatifs de la rentrée scolaire prévue, je le rappelle, le 1er octobre prochain. Comment se prépare la nouvelle rentrée scolaire 2025? Dans quel état d'esprit se trouvent les enseignants et parents d'élèves à la veille de cette rentrée des classes? Quels sont les moyens déployés par l'État pour assurer une bonne rentrée scolaire? Vos réactions dans ce débat avec cette interrogation. Dans quel état d'esprit se trouvent les enseignants et parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire? Monsieur Arzika, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion que vous nous donnez. Donc, effectivement, de répondre à un certain nombre de questions que se pose naturellement l'opinion, à savoir comment se prépare la rentrée scolaire, surtout en ce qui concerne l'éducation nationale qui englobe donc, le préscolaire, le primaire et les 2 cycles de l'enseignement général, c'est-à-dire les collèges et les lycées, et notamment donc, ce qu'on appelle l'AEF, donc l'alphabétisation et l'éducation non formelle. C'est ça. Tout ce beau monde est géré par le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, nous les préparons dans un état d'esprit optimiste. Optimiste parce que, et pour ce qui est des préparations lointaines, on va certainement revenir dans les détails. Je peux vous dire que pour la préparation matérielle, elle avait commencé déjà en février 2025. Parce que c'est au courant de l'année. C'est au courant de l'année et que souvent on doit préparer une bonne rentrée. Ce n'est pas à la fin. Et le ministère de l'Éducation nationale s'y était mis très tôt, et Dieu merci. Pour ce qui est de certains éléments dont les détails reviendront, nous vous donnerons certainement des détails plus précis. En tout cas, nous nous sommes préparés à accueillir environ 3 700 et quelques mille élèves. 3 700 et quelques. Tout cycle confondu, environ 4 millions. Donc, de composer, oui, et 2 millions et quelques pour 3 millions d'ailleurs, 2551 élèves pour le primaire et environ 700 000 pour le collège et 150 000 à peu près pour et le lycée. Voilà en tout cas les millions d'élèves pour lesquels nous sommes en train de préparer la rentrée avec 105 000 enseignants. 105 000 enseignants. Toutes catégories confondues, dont environ 64% de contractuels et donc 35% de 35-36% de titulaires. Voilà et les enseignants que nous attendons pour prendre en charge ces élèves dans des conditions et qu'il faut le reconnaître depuis la refondation, se sont un peu améliorées en termes d'infrastructures, notamment les classes, les matériaux avec lesquels on construit les classes. Il faut le dire un moment. Nous étions à près de 50% des classes en paillettes. Et aujourd'hui? Et rien que pendant ces 2 ans, avec toutes les constructions des classes et le fait que chaque année, on reçoit quand même environ plus de 700 000 élèves, 700 000 nouveaux élèves aussi qui s'inscrivent. Si vous faites même le départ pour les examens au niveau du primaire seulement,
vous allez constater qu'on a besoin de milliers d'enseignants pour les enseigner et de milliers de classes pour les abriter. Mais il se trouve qu'avec tout ça, quand même, au niveau du gouvernement, les efforts qui ont été faits ont permis de réduire le taux à environ maintenant 30% de salles de classe en période, alors qu'on était à plus de la moitié. Donc nous ne pouvons pas dire que les conditions pour les salles de classe sont très bien réunies, mais il faut le reconnaître quand même qu'on a réduit le taux de période en ce qui concerne les salles de classe, ce qu'on appelle les SDC. Maintenant, la question qui va se poser sur les prix, c'est aussi les fournitures. Et je peux vous dire que c'est depuis février 2025 que, en tout cas, le processus d'acquisition des fournitures a été enclenché. Et à l'heure actuelle, c'est véritablement en cours. Et vous savez, avec l'avènement du CNSP, on a eu toutes les mesures restrictives que vous connaissez. Ouais, bien sûr. Et je peux vous assurer que le président de la République, donc son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchani, s'était investi personnellement pour que toutes ces entraves-là puissent être quand même abattues. Et pour que les fournitures, et vous vous rappelez, c'était l'une des rentrées qui constituait un des premiers défis d'ailleurs de la refondation et du ministère de l'Éducation nationale, et qui a été l'un des plus réussis. C'est vrai, il faut le dire, avec l'accompagnement des partenaires sociaux, notamment les syndicats et les associations des parents d'élèves qui ont quand même permis de faire une rentrée qui avait été applaudie par tous. C'est le lieu aussi ici de leur remercier et de leur reconnaître quand même leur effort en dépit des conditions désormais reconnues comme étant difficiles de travail. Ce n'est plus un débat, c'est un débat qui est dépassé. Le fait que les conditions sont difficiles, ce n'était pas un moment où la démagogie imposait de dire pendant qu'on voit du noir, on va dire non, c'est du blanc. Pendant que tout le monde voit que c'est du noir. Je pense que le langage a évolué entre nous et nos partenaires sociaux, de sorte que quand nous nous asseyons, nous reconnaissons les problèmes. Maintenant, nous convergeons vers comment les régler ensemble dans un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle. Voilà l'état d'esprit dans lequel, en tout cas, nous attendons les élèves, les enseignants et l'accompagnement des parents d'élèves pour qu'on fasse encore une très belle année, qui a d'ailleurs fini avec un taux d'examen assez consistant, avec des écarts de plus de 10 points un peu partout en ce qui concerne le CFEPD et le primaire. Et nous avons pris des mesures, en tout cas, d'accompagnement pédagogique pour que, depuis l'avènement du CFEPD, la restauration du CFEPD, les élèves qui viennent en 6e et qui retournaient en grand nombre dans la rue, en tout cas, qu'on ne connaisse plus le cas. Et quand nous avions fait l'évaluation des deux cohortes donc du CFEPD, puisqu'on est à deux cohortes depuis la restauration, nous pouvons dire que les écarts en ce qui concerne le décrochage scolaire, en tout cas, sont réduits. Et le taux de promotion, c'est-à-dire de passage, a considérablement augmenté. Ok. Merci, M. Adjika. On va revenir sur certains aspects dans le débat. Merci beaucoup. Monsieur Suleiman, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Bar. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les parents d'élèves et les enseignants à la veille de cette rentrée scolaire? Bien, merci encore une fois de plus pour l'occasion que vous nous offrez en tant que structure afin de donner notre appréciation dans le cadre des préparatifs de la rentrée. Comme l'a souligné le conseil, l'esprit pour les parents d'élèves, vous savez que ce sont les principaux acteurs concernés par cette rentrée. Bien sûr. Malgré tout ce que nous vivons, que le pays vit, nous sommes quand même à pied d'œuvre pour que les enfants reprennent le chemin de l'école dans les conditions minimales que nous pouvons leur assurer. Le gros du travail est attendu du côté de l'État. Nous sommes rassurés par ce que le conseiller est en train a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et nous aussi, qu'ils sachent que nous allons mettre les moyens nécessaires pour accompagner l'élan. Au niveau des parents d'élèves. Oui, l'élan du gouvernement et du président de la République qui veut faire de l'éducation son cheval de bataille. Parce qu'on l'a beau chanter, un pays sans éducation ne peut pas avancer. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux au vu des résultats de l'année passée, que nous pouvons encore prendre plus de confiance, à accepter et de mettre nos enfants dans les conditions minimales pour qu'ils soient à l'école, tant sur le niveau public que privé, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui ça chevauche. Et les conditions
notre processus ou notre accompagnement et notre présence aux côtés du ministère des ministères en charge de l'éducation, à travers les mesures prises, nous confirme davantage que vraiment le changement est en train de s'installer, de s'opérer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous osons assurer tout le monde que nous sommes dans un état d'esprit d'accompagnement, mais seulement il y a quelques difficultés sur lesquelles nous pouvons revenir parce qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui sont occupés par des parents à cause des inondations, mais il ne faudrait pas que les écoles deviennent des logements sociaux parce que nous avons eu les conséquences du retard de l'année passée par rapport même à la progression du programme. Les enseignants sont là, ils vont l'attester. Donc nous ne voulons plus que cela se répète. Il faut que ça démarre le 1er octobre, comme ça a été dit. Et si c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour mettre les citoyens dans d'autres conditions et que nos enfants aient leurs propres droits pour qu'ils rentrent à temps et qu'ils consomment leur programme pour ne pas être victimes des exercices que certains auraient pu faire parce qu'ils ont eu le temps et que d'autres, à cause de ce retard, ils n'ont pas pu consommer le programme comme il se doit. D'accord. Voilà pour le moment ce que nous pouvons dire en attendant de revenir. Merci, merci beaucoup. Merci. Monsieur Gali, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les enseignants à la veille de cette rentrée scolaire? Bon, naturellement, en tout cas, à la veille de cette rentrée, les enseignants sont confiants, ils sont disponibles pour que la rentrée scolaire 2025-2026 soit effective, en tout cas le 1er octobre 2025. Mais nous, lorsque nous avions appris, en tout cas, l'annonce de cette rentrée à l'issue du dernier conseil des ministres, nous avions dit que certainement au niveau du ministère en charge de l'éducation, des dispositions ont été prises pour garantir cette rentrée scolaire. Puisqu'il y a des préalables en tout cas qui permettent l'effectivité de cette rentrée et qu'à l'heure actuelle, vraiment, nous ne sommes pas certains en connaissance, n'est-ce pas, de certaines démarches qui ont été effectuées, mais qui restent à travers l'exercice en tout cas quotidien où on a l'habitude de le faire. On devait en tout cas amorcer, en tout cas être en connaissance d'un certain nombre des aspects. C'est vrai que ça n'a pas été fait parce qu'en termes de fourniture, nous, ce qui nous intéresse déjà, en termes des affectations ont été faites naturellement. N'est-ce pas, nous attendons certainement les affectations au niveau régional, au niveau départemental jusqu'au niveau communal. Ça, peut-être, c'est quelque chose qui peut être en tout cas fait en moins d'une semaine. L'essentiel, c'est les affectations nationales, elles sont sorties, Dieu merci. Parce que vous savez, des fois, que la lenteur, en tout cas des affectations nationales, en tout cas, retarde le bon démarrage du processus enseignement-apprentissage. Ça a été corrigé. Cette année, ça a été corrigé. Maintenant, par rapport aux fournitures, vraiment, nous attendons, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 11. À la date actuelle, nous devons être en tant que partenaires, nous devons être témoins de la disponibilité de ces fournitures-là. Malheureusement, nous n'avons pas eu, en tout cas, à la date actuelle, même si par ailleurs, le conseil dit que vraiment des démarches ont été effectuées. Mais d'accord, des démarches, mais il faut avant le premier que les fournitures soient disponibles, n'est-ce pas, au niveau des destinataires. Parce qu'à partir d'un certain nombre d'années, nous avons pris l'engagement, en tout cas, d'accompagner le ministère pour que les fournitures soient acheminées aux destinataires. À un certain moment, il y avait eu des comportements pas du tout appréciables qui ont été observés lors de l'acheminement des fournitures. Mais comme nous avons des répondants à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional, au niveau départemental et même au niveau communal, nous avons toujours instruit nos répondants pour qu'ils suivent de près, ne soit voir est-ce que les fournitures ont été acheminées au niveau des destinataires. Parce qu'à mi-parcours, il y a des pertes qu'on observe et que les élèves se retrouvent avec des fournitures qui disparaissent. Ça, il faut le dire. Mais vraiment, depuis un certain nombre d'années, avec l'accompagnement des partenaires, vraiment, on a commencé à diminuer cette situation. Et nous pensons que cette fois-ci aussi, le ministère en charge de l'éducation avait... Comment on peut comprendre, M. Gali, que ces fournitures disparaissent en cours de route? C'est que quand on fait l'acheminement, normalement, les acheminements, c'est pour arriver, c'est pour amener les fournitures au niveau des directions régionales. Là-bas, au niveau des directions, il y a un comité qui est mis en place, qui va répartir, n'est-ce pas, les fournitures là, n'est-ce pas, conformément à la dotation qui a été faite au niveau de toutes les inspections. Malheureusement, c'est à ce niveau ou au niveau, je ne sais pas, au niveau que vous allez trouver par terre ou sur le marché, en tout cas des fournitures, alors que les élèves ne sont même pas outillés. Donc je pense que vraiment cette situation,
va aussi interpeller tous les partenaires ainsi que le ministère en charge pour que davantage de mécanismes puissent être renforcés pour éviter cet état de fait. Maintenant, par rapport aux conditions morales, tout à l'heure le conseiller l'a dit, certainement nous ne sommes pas dans de très bonnes conditions, mais nous avons tenu à ce que la rentrée scolaire 2025 soit, n'est-ce pas, effective, parce que depuis la rentrée, n'est-ce pas, depuis la fin de l'année, on avait mis en place un processus qui voudrait résoudre un certain nombre des obstacles par rapport à la disponibilité des enseignants. Et ceci s'est matérialisé à travers le comité interministériel où nous avons pu arriver à signer un communiqué conjoint dans lequel nous avons pris, l'État a pris un certain nombre d'engagements qui jusqu'à présent continuent à souffrir. Et nous pendons espoir que d'ici là, parce que l'essentiel pour nous, c'est que c'est les comités qui doivent être installés et qui doivent étudier les critères et les modalités, n'est-ce pas, de la faisabilité de chaque situation engagée, qui en tout cas qui dépend aussi de la sortie de l'arrêté d'ouverture du recrutement. Parce que c'est ce qui nous tient beaucoup à cœur. Chaque jour qui est Dieu fait, les anciens en tout cas nous demandent à quand le recrutement. Nous avons dit, nous avons confiance. Lorsque le 10 juin, nous avons signé, parce que nous avons des grands témoins. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train vraiment de faire un travail pas du tout vraiment un travail excellent, parce qu'ils sont en train de faire partout par là pour que la situation soit réglée avant la rentrée et pour que les anciens aussi. Il y a les témoins. Les témoins. Oui, parce que les grands témoins. Vraiment, ils sont en train de faire un travail excellent. Nous saluons donc au passage les efforts qu'ils sont en train de faire pour que l'État, le gouvernement et les partenaires sociaux puissent avoir un terrain d'attente. Parce que la bonne rentrée dépend du climat qui règne entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons vraiment le souci que le jour de la rentrée, qu'il y ait un accompagnement total des partenaires. Même si par ailleurs, ces derniers temps, j'accuse le ministère qui a oublié le partenaire lorsqu'il s'agit d'aller lancer la rentrée scolaire. Or, chaque année, pour rentrer à la rentrée scolaire, on a voulu de la présence. Les enseignants ont besoin de voir leurs représentants. Donc c'est pour dire que vraiment, en fait, il y a un appel qui a été lancé. Mais malheureusement, l'année passée, ils ont perdu de vue cet état de fait. D'accord. Monsieur Loli, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur l'état d'esprit des enseignants à la veille de la rentrée? D'accord. Notamment des contractuels que vous gérez, vous. Voilà, justement, vous savez, quand on parle de la rentrée, d'abord, c'est les agents. C'est les agents. C'est les agents du terrain. Les ressources humaines. Les ressources humaines, d'abord. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre, n'est-ce pas? Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun contractuel de l'éducation n'a perçu encore son pécule. Et c'est comme ça qu'on parle de la rentrée. Nous avons aucun contractuel n'a perçu son pécule. Aucun contractuel n'a perçu son pécule. Aujourd'hui. D'accord. Alors, et dans ces conditions, on nous parle de la rentrée. Et on ne sait pas il faut quand pour commencer à payer ce pécule. Et quand on sait que normalement, la rentrée, ce n'est pas le 1er octobre pour nous, les enseignants. La rentrée, c'est le 15 septembre. Tous les directeurs d'école doivent être dans leur poste le 15 septembre. Une semaine maintenant, avant la rentrée, les agents maintenant vont suivre. Vous voyez? Et jusque-là, on a cherché. Jusque-là, personne ne détient réellement la solution. Chaque jour, on est entre Niger Post et le Trésor. Chacun se geste la responsabilité. On ne sait pas finalement qui va décider sur notre sort. Donc pour nous, je pense que en ce qui nous concerne, honnêtement, nous ne sommes pas prêts pour cette rentrée. Je ne sais pas, peut-être l'État du Niger pense que les contractuels ne sont pas des chefs de famille ou bien les contractuels ne sont pas mariés. Nous sommes des chefs de famille, nous avons des enfants. Mais à chaque fois, on nous met à l'écart. 80% des agents, nous représentons 80% des agents de l'État. On paye 20%, on laisse 80% et on cherche un travail de qualité. On vient nous parler de la rentrée. Une rentrée d'abord sans fourniture. Vous avez entendu le conseil dit, en novembre, ils ont enclenché le processus d'acquisition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fourniture. Concrètement. Aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Il va répondre. D'accord. Et si encore ce qui concerne les classes, nous avons des échos à l'intérieur que les classes sont occupées à cause des inondations par les populations. Et jusqu'à là, l'État n'a pas pris de dispositions. Comment est-ce qu'il faut déguerpir ces gens-là? Où est-ce qu'il faut les loger pour libérer les classes? Jusqu'à là, l'État ne parle pas de ça. L'État ne parle que de la rentrée. D'accord. Donc je pense que jusqu'à là, l'État n'est pas encore prêt pour cette rentrée. D'accord.
Voilà. Merci. Monsieur Arjika, vous avez entendu, hein? Tout est fin prêt. Hein? Vraiment, je pose cette question. Est-ce que tout est fin prêt à cette veille de rentrée de classe ou pas? Et vous avez écouté, ils ont parlé de problèmes de fourniture, ils ont parlé de problèmes de classes qui sont encore occupées. Absolument. Qu'en est-il exactement? Vous savez, la rentrée, c'est vrai, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. D'accord. Et moi, je suis d'accord que l'homme de terrain, quand même, parle que du terrain. Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Et je l'ai dit qu'on n'est plus dans la démagogie. Voilà. Vraiment, il faut... Depuis le 26, hein? Non, c'est clair. Ça, il faut C'est-à-dire, le dire. quand on ne reconnaît faut dire pas la un vérité. mal, c'est qu'on n'a pas commencé à le résoudre. D'accord. Lorsqu'on ignore un mal, c'est qu'on lui donne le droit de continuer à prospérer. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes sûrs qu'il y a des inondations et je peux vous assurer qu'il y a un comité de gestion des inondations qui se réunit tous les jours avec en tout cas un représentant du ministère de l'Éducation nationale qui rencontre presque à aussitôt chaque réunion finie, il vient le rencontrer à la ministre pour que on réfléchisse sur quelle suggestion amener à ce comité-là. Okay. La question des inondations, vous savez, ce n'est pas que l'Éducation nationale seulement. Au fait, il y a même des services souvent qui sont occupés. Mais l'Éducation nationale dispose malheureusement de salles de classe vastes non occupées pendant ce moment-là. Qui donne la salive à tous les sinistrés. Et il va de soi que socialement, aujourd'hui, ce n'est pas mon parent, demain, c'est le parent de l'autre. Et il va de soi que quand même, on ouvre ces classes-là. Il vaut mieux que ces classes soient occupées qu'on laisse des gens mourir dehors. Bien sûr. Ça a été fait, malheureusement, ça a créé du côté des préparatifs de la rentrée un autre obstacle qui est en train d'être géré. Je ne dis pas exactement que toutes les classes seront disponibles d'ici. Il faut être réaliste. L'année passée, c'est des raisons très utiles qui ont amené le gouvernement a décidé en conseil de ministres du report de cette rentrée. Et je crois qu'il n'y a pas eu de retard en tant que tel parce que la ministre a salué les enseignants partout où elle parle. Okay. Du fait qu'ils ont fait en sorte qu'on n'a pas senti le report d'un mois. Nous refusons d'appeler ça retard. C'était un report technique, c'était un report qui était utile, qui était social et il a permis quand même entre-temps au comité de gestion des catastrophes à l'époque, on disait de gestion des catastrophes, maintenant on parle de gestion d'inondation, quand même de faire en sorte avec l'implication du Premier ministre en personne qui avait donné des instructions au cadre de commandement pour que chacun prenne des dispositions à son niveau pour libérer les classes. Ce qui a été fait avec le report d'un mois, on a pu mettre toutes les classes à disposition des élèves. Ce qui a été, j'ose espérer que la célérité sera de mise pour que cette préoccupation d'occupation des classes, qui est sociale au passage, puisse être qui est toujours accompagnée d'ailleurs du décès et de tout ce qui s'ensuit. L'essentiel sera fait s'il plaît à Dieu. Maintenant, je suis d'accord qu'ils ont reconnu les efforts qui ont été faits, mais c'est aussi important ce qui concerne le lancement de la rentrée. S'il y a eu un manquement, je pense qu'entre nous partenaires, vous avez à le dire face à la ministre. Ouais. Et il faut aussi reconnaître que le niveau d'implication des syndicats n'a jamais été égalé en termes de représentation. Actuellement, moi j'ai un tableau de bord pour que ce soit un comité, un atelier, une visite de terrain, pour qu'aucun syndicat ne soit omis. Et souvent, c'est à tour de rôle. Cette année, ces syndicats-là, parce que c'est ce que Gali a dit, ils seront associés pour le lancement de la rentrée ou pas? L'année passée, peut-être que c'était... Oui, on ne parle pas de l'année, on parle de cette rentrée. Est-ce qu'ils seront associés ou pas? Les principes du partenariat, ils le savent chez nous. Ils savent qu'ils sont impliqués. Est-ce qu'ils seront associés ou pas? Mais ils le seront, bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais ils le seront. D'accord. Ils l'ont été à moins que la rentrée, à plus forte raison la rentrée. D'accord. Des lancements de concours, ils le savent. OK. Voilà, donc une rentrée, si c'est arrivé... Moi, je ne me souviens même plus d'ailleurs. C'est peut-être parce que je sais que quand on a lancé la rentrée à Polo, on l'a fait avec des partenaires. Où ils ont déploré le fait qu'ils ne soient pas associés au lancement de la rentrée. Ça, ils l'ont dit. Voilà. Non, on a lancé des fournitures avec des partenaires. D'accord. Bon, on lance une seule fois les fournitures, à peine une ou deux fois. Voilà. Et à ma connaissance, on a toujours appelé les... Maintenant, si les représentants n'ont pas rendu compte, vous savez, nous étions à la multiplication des syndicats, nous sommes à la multiplication des regroupements. Et d'ailleurs, nous sommes à la multiplication des collectifs de regroupements. Donc, c'est pas facile. Ça, c'est l'ancien syndicaliste qui parle? Oui, nous sommes... Non, c'est l'ancien syndicaliste qui parle? Non, c'est le conseil technique de la musique qui gère. Oui, qui gère. Qui fut à une autre époque absolument, ça, c'est un syndicaliste. Bon, ça, je ne peux pas effacer ça, malheureusement. C'est clair, c'est une mémoire. Mais vous savez, souvent, la désignation nous pose beaucoup de problèmes. Et il arrive que des regroupements aillent et pas d'autres. D'accord. Peut-être c'est ce qui est arrivé. OK. Mais je crois qu'on leur a tous donné l'information qu'il y a une petite grille qu'on a faite qui permet d'aller par rotation. Donc, si un regroupement va,
forcément l'autre va dire qu'il n'a pas été. C'est une rotation. Et la ministre, lorsqu'elle a réussi un regroupement qui pense qu'elle a été lésée, leur a dit nous vous appellerons tous et nous faisons une clé de désignation. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème. C'est vrai, on tiendra compte de ce que vous savez. On ne peut pas dire que c'est même ce qui nous a amené les problèmes que ça nous a amené avec certains regroupements. Maintenant, pour ce qui est des fournitures, voilà. C'est pas novembre, monsieur Laoli, c'est depuis février. Vous avez parlé de février. Février 2025, c'est quand même très tôt. Très tôt, oui, on est d'accord. C'est très tôt. Et on est où aujourd'hui? Et on l'a commencé. Nous, en tout cas, en ce qui concerne l'enseignement général, la commande a été faite. Elle est en cours de route. Vous savez, elle est en cours de route? Oui. Elle n'est pas encore arrivée? Ah oui, je peux vous le dire. Oui, elle n'est pas sur place. Et ce n'est pas l'éducation, et ce n'est pas que l'éducation qui gère toutes ces affaires-là. Vous savez les contraintes dans lesquelles nous sommes, les corridors par-ci, toutes les contraintes qu'il y a. On a quand même fait en sorte que... Il nous est arrivé un moment ici, en plein milieu d'année, il n'y a pas de fourniture. On n'a pas encore reçu les fournitures. Et quand on fait des faux lancements de départ, nous refuserons de le faire. Nous ne le ferons pas. Quand ça va arriver, on va leur dire que c'est arrivé, venez, on va lancer. Et quand ce n'est pas arrivé, on va leur dire que ce n'est pas arrivé. Parce qu'on ne peut pas mentir. Mais pour le moment, on va gérer le stock qu'il y a pour qu'on puisse faire ce qu'on pourra. L'autre question, concernant ces fournitures. Aujourd'hui, toutes les imprimeries réunies sur place ici ne peuvent pas fournir ces fournitures, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut aller commander des fournitures. Nous avons combien d'imprimeries? Je pose la question, je ne sais pas. Est-ce que ces imprimeries qui sont là n'ont pas de capacité de produire ces fournitures ou pas? C'est quoi le problème? Vous savez, je n'ai plus le savoir. Moi, je sais qu'à un moment, après l'avènement du CNSP, on avait juste on peut dire quelques semaines, sinon quelques jours pour préparer la rentrée. Oui, tout à fait. Et je vous disais tout à l'heure de l'implication. Le 26 juillet et la rentrée, c'était l'implication personnelle du président de la République. Tout à fait. On ne sait pas par quelle magie il a procédé pour que les fournitures soient là. Et c'était arrivé. Donc, si maintenant il y a un petit déphasage, je pense que la tolérance doit être de mise pour quelqu'un qui a fait preuve de bonne volonté. Maintenant, la question des imprimeries disponibles. Vous savez, j'étais surpris lorsque, dans une réunion avec des spécialistes de passation du marché, de nous dire qu'au Niger, il n'y a pas une seule société qui n'est pas à statut individuel. C'est pourquoi quand on ouvre le marché à toutes les sociétés, les sociétés qui sont à statut, je ne sais pas quoi, les rafles, parce que nos sociétés sont gérées par des individus. À statut individuel. Donc il y a des marchés, quand les montants sont élevés, les dispositions exigent qu'on ouvre à l'international. Et malheureusement, c'est ceux de l'international qui raflent les marchés. J'ai fait partie de ceux qui ont dénoncé que pourquoi on ne fait pas le marché de manière domestique. Pourquoi on ne fait pas tout au niveau domestique. Oui, on nous dit, mais souvent, nos imprimeries n'ont pas le statut d'accéder à certains marchés. Mais vous savez, je ne m'aventure pas sur ce plan-là. Je sais qu'il y a des imprimeries qui nous éditent des livres en bonne édition, mais pour certaines, elles vont ailleurs. Elles prennent le marché, mais elles partent en Chine, en Turquie pour nous faire des éditions et amener. Mais si c'est pour alors le faire aussi, moi je pense qu'il appartiendra au niveau de la gestion du commerce et ce qui n'est pas mon domaine, d'aller gérer ça et à l'État de prendre la disposition pour que le financement reste à l'intérieur. Qui ne va pas dans cette ère de refondation, tout le monde le veut. Mais pour le moment, moi j'ai dit, le ministère de l'Éducation nationale a fait ce qu'elle avait à faire pour que la procédure soit le plus vite possible. Mais nous reconnaissons tous avec vous que les contraintes que ce pays a subies à cause de l'avènement du CNSP, aucun autre pays au monde et dans aucune histoire ne l'a subi. C'était pratiquement, on nous a mis en bouteille, on a enfermé. Mais l'effort et la résilience de tout le monde a permis quand même d'être là où nous sommes. Et je pense qu'on va se rêver de cela. Maintenant, on avait parlé de la question des affectations. Et c'est réglé. Effectivement, bon, vous savez, et l'engagement des accords, c'est très important la question des accords. Effectivement. Pour ce qui est des affectations, en tout cas, Monsieur Gali, ce n'est pas cette année que ça a été corrigé. Vous avez participé à la... Ce n'est pas corrigé cette année. Je crois que depuis qu'on est là, on fait en sorte que les affectations d'air qui sont en deux phases puissent être faites en août et en septembre. C'est ça le temps normal. Mais peut-être ce qu'il a évoqué, c'était la lenteur au niveau des régions qui attendent elles aussi les affectations nationales avant de faire leur affectation. Et c'est tout à fait normal. Si on veut gérer sur un bon tableau de bord, il faut qu'on ait tout le stock de personnel mis à la disposition de la région pour qu'elle puisse les dispatcher. Peut-être que les régions aussi vont faire vite en tenant compte de la célérité que le ministère a mise pour faire ces affectations, pour qu'à leur tour, elles fassent aussi le nécessaire pour que les enseignants soient disponibles. La question des pécules. Et franchement, vous savez, l'argument ne tient plus à un moment où on nous disait que c'était des procédures. Un moment, et l'État a dit, bon, comme c'est des procédures, c'est les humains qui les ont faites, l'essentiel sera fait. À l'heure actuelle, vous savez, je ne maîtrise pas la question de la trésorerie de l'État. Je constate avec eux.
Et on le déplore que les pécules n'ont pas été faits. Ouais. Mais je mets ça dans le lot des contraintes énormes que ce pays vit. C'est vrai, c'est lui qui n'a pas son pécule ne peut pas comprendre qu'il y a des contraintes qui permettent de payer un et de ne pas payer l'autre. J'ai dit, on n'est pas dans la démagogie. Nous allons prier pour que cette situation-là soit vraiment derrière nous. La perte des fournitures en cours de route, nous sommes ce que nous sommes. Et sinon, des dispositions sont toujours prises. Chaque fois, un convoyeur du ministère accompagne les camions pour qu'il n'y ait pas effectivement ces détournements. Et il y a normalement des bons de décharge pour que la quantité de fournitures qu'on vous a mise sur... Ils ont leurs documents qu'ils signent. Voilà ce qui a été embarqué dans le camion. Et là-bas, celui qui décharge doit aussi signer. Vérifier. Par conséquent, on a une inspection générale des services qui était au nombre, qui ne contenait que 5 inspecteurs. Mais depuis l'arrivée de la ministre, pour accentuer le contrôle sur chaque domaine de l'éducation nationale, les examens, la gestion des finances, le matériel, la ministre a pesé pour qu'on ait environ une quinzaine d'inspecteurs pour qu'on puisse au moins en même temps déployer 2 dans chaque région. Et je vous assure, cette inspection, en dépit du fait qu'elle soit à 15, elle ne respire pas, en fait, elle ne se repose pas. Tout le temps, ils sont déployés. Et je pense que vous jouez le rôle d'alerte. Lorsque vous constatez des faits anormaux, les portes du cabinet sont en tout cas très ouvertes. Venez les dire et vous allez voir avec vous, peut-être même que la ministre va prendre des mesures. Pour ce qui est des accords, je pense que vraiment, il faut se féliciter du fait que l'accord ait été signé. Le décret a été signé. Ça sauve beaucoup d'enseignants qui ont été complètement éliminés de la course vers une carrière meilleure. Aujourd'hui, ils reviennent à la respiration de leur carrière et je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment l'occasion aussi de les saluer pour la compréhension qu'ils ont mise afin qu'on atteigne un accord et aussi saluer l'effort du gouvernement qui a pu signer cet accord-là dont le projet était là depuis longtemps dans le pipeline. Mais la volonté politique n'a pas été démise pour que ça soit signé. Aujourd'hui, ce décret est signé et c'est un ouf. Et je sais que vos militants aujourd'hui sont fiers quand même de ce que vous avez. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que beaucoup d'anciens écartés reviennent pour concourir. Pour les autres comités, je peux vous assurer que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Oui, la mise en place des comités, effectivement, qui vont gérer la question des arriérés. Ça sera fait avant la rentrée? Nous l'espérons beaucoup. Parce que je peux vous dire que rien que le dernier conseil des ministres a évoqué cette question-là. Et tout à l'heure, avant de venir, la ministre m'a donné l'assurance qu'au niveau du comité parti gouvernemental, tout est mis en œuvre pour que ce comité-là puisse voir le jour. Maintenant, vous savez, les accords, c'est beaucoup de choses aussi. Les accords, c'est un peu donnant-donnant. Oui. Parce qu'à la fin de l'accord, toutes les deux parties s'engagent à faire en sorte. Voilà. Le gouvernement est en train de faire sa part et je pense qu'à l'heure actuelle, les syndicats, ils sont en train de faire autant. Et j'espère que nous allons nous comprendre pour que, en cas de difficulté, on dissolve ça dans le dialogue, pas dans la confrontation. Et c'est à ce niveau que le gouvernement, en cas de difficulté de mise en œuvre, va faire appel aux syndicats pour dire, bon, nous avons eu un accord, mais voilà, bon, vous savez, même dans les dogmes, quand il y a des difficultés de mise en œuvre, on vous dit, bon, voilà la tolérance qu'on fait pour que vous qui êtes dans des difficultés comme ça, ne le fassiez pas. Moi, je pense qu'avec les accords, s'il y a la communication, j'ai la conviction que... D'ailleurs, le grand point, c'est celui du recrutement. Et déjà, en signant ces décrets qui augmente l'âge du concours et du recrutement, le gouvernement a fait une preuve énorme de bonne volonté. Nous allons espérer que les délais qui avaient été dit dans l'accord, que d'ici janvier 2026, le recrutement sera terminé, puisse aussi être une réalité. D'accord. Merci vraiment, Rika, pour toutes ces explications. Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez ajouter? Bien. Vous avez écouté ce que le Conseil technique de la ministre de l'Éducation nationale a dit, sur ce qui est en train d'être fait pour cette rentrée. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Nous attestons ces efforts conjugués par les uns et les autres. Vous reconnaissez ces efforts? Nous reconnaissons ces efforts en tant que partenaire. Maintenant, en rentrant dans les détails, il faut reconnaître que par rapport à la question des fournitures, il ne faudrait pas que les gens se basent sur ces fournitures pour dire qu'elles peuvent freiner la rentrée. Parce que les parents, de toutes les façons, qu'il y ait ces fournitures ou pas, ça ne couvre pas les besoins des parents. Oui, tout à fait. Mais il faut reconnaître que l'État du Niger est d'ailleurs l'un des rares États à continuer à accompagner. Ça, on a entendu parler de ça. Il y a qu'au Niger souvent qu'on fait tout donner des fournitures. Donc, ailleurs, on a oublié ça. Oui, mais seulement le minimum, comme ils l'ont dit, que l'État met là, à la disposition des parents d'élèves, dont Allah, à Kaïchi.
parce que nous sommes victimes. C'est un cri de cœur parce qu'effectivement, souvent, et je l'ai dit, je profite de l'occasion pour le dire aux conseillers, que souvent, la rentrée qu'on a l'habitude de voir, où on exhibe devant les caméras 10 cahiers pour un élève, et après les chefs d'établissement reviennent, ils retirent ces 10 cahiers-là, maintenant on donne un cahier, alors que les parents ayant vu que cet enfant-là a eu 10 cahiers, vous voyez, c'est que ça c'est arrivé souvent. Il faut vraiment... C'est arrivé souvent. C'est arrivé. Maintenant, pour la question, toujours dans les fournitures des imprimeries, moi je crois qu'aujourd'hui, là, il faut réveiller INDRAP. C'est tout. Et là, à travers son conseil d'administration, où le ministère... Un projet, je me rappelle, il y avait un projet. Ce projet-là est là actuellement. Et nous étudions cette question-là en conseil d'administration. Nous sommes dans l'attente d'avoir des réponses qui puissent relancer ces projets-là. Et quand ça sera relancé, toutes ces imprimeries ou ces marchés dont parle le conseiller seront vraiment à la portée du Niger. Et parce que Indra pourra satisfaire l'ensemble du territoire nigérien. Et ça va être quelque chose de consommé localement. Je pose cette question. Si peut-être, je ne sais pas, je pose la question, si les gens n'ont pas voulu de ce projet au niveau d'Indra, est-ce que ce n'est pas parce que ce marché de fourniture, c'est un marché juteux et que chaque année, les gens spéculent là-dessus pour se faire un peu d'argent? Je ne sais pas, je pose la question. Vous savez... Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce projet de l'INDRAP, tout le monde connaît, l'INDRAP a quand même des années d'expérience et tout, et que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre ce projet en place. Est-ce que c'est parce que ce marché de fourniture, c'est un marché juteux et que les gens préfèrent faire des commandes où ils vont avoir des commissions ou pas? Vous avez répondu à la question vous-même. C'est ça? C'est parce qu'effectivement, certes, ceux qui avaient l'habitude de profiter de cette multitude de projets sont là, à l'ombre, pour le freiner. Et même pendant la refondation? Même pendant la refondation, ça ne peut pas, l'être humain, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Je continue. Par rapport aux conditions de vie des enseignants, nous les soutenons. D'accord. Parce que nous avons les enfants. Et un enfant ne peut pas être enseigné par quelqu'un qui est dans de mauvaises conditions. Nous lançons ce cri de cœur. Nous savons que la refondation est en train de faire. Le maximum est en train d'être pris pour aller vers la sécurisation des citoyens. Mais quand même, c'est vrai, il y a des efforts qui sont là, les uns et les autres. Les différents ministres luttent pour la cagnotte et ainsi de suite. Donc, le sacrifice aussi, dont on parle, la résilience, elle doit couvrir tout le monde. Oui, tout à fait. Donc, l'enseignant, là, c'est le minimum qu'on puisse faire. Le minimum, c'est qu'il soit à temps dans ses droits. Parce que, comme il l'a dit aujourd'hui, heureusement qu'il le répète, parce que quand ils disent qu'ils sont pères de famille, ça veut dire qu'ils doivent traiter tous les enfants au même titre. Voilà. Et ils sont 80%, il a dit. Oui. Ça, moi, je ne maîtrise pas le pourcentage. Le conseil a dit 65, 35. 64%. Maintenant, par rapport aux accords, nous sommes des partenaires. Je remercie Gali, le conseiller qui l'avait souligné. Effectivement, nous faisons partie de ces témoins. Et en tout cas, pendant ces vacances seulement, nous avons rencontré les autorités à 2 ou 3 reprises et nous nous sommes concertés aussi plusieurs fois pour voir à quel niveau sont ces démarches-là. Parce que nous savons que si la rentrée vient et que certains aspects n'ont pas été réglés, c'est nous qui allons récolter les pots cassés de cette démarche-là. Parce que nos enfants seront dans la rue où on va nous demander, venez, vous avez accepté d'être témoin. Mais en tout cas, vraiment, nous avons assurance. Nous avons assurance. Et que le Nigérien sache que nous reverrons de loin. Les problèmes du Niger ne pourront pas être réglés en un minimum. Même si on dit que l'État est une continuité, il faut quand même souvent un peu accepter certaines situations pour que nous tous nous participions à ce changement du patriotisme dans lequel nous sommes en train de vivre présentement. Merci. Merci. Oui, Gali, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté les réponses que le conseil technique a apportées par rapport à cette question de classe, de fourniture autre. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ceci? C'est vrai que nous avons suivi avec attention les propos du conseiller, soit du ministère en charge de l'éducation, relativement à nos inquiétudes que nous avons soulevées. Mais c'est pour dire que, en tout cas, nous, ce que nous envisageons toujours, c'est que le ministère de l'Éducation ne peut marcher tant qu'il n'y a pas de concertation préalable entre le ministère et les partenaires sociaux pour pallier un certain nombre On peut même prévoir des situations. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, pour moi, quand j'ai appris le premier jour, moi j'ai dit en tant que vraiment
un acteur de l'éducation, un système que j'ai évolué pendant près de 30 ans. Je sais que la décision du Conseil des ministres a été un peu hâtive pour fixer la rentrée le 1er octobre. Oui. Pour nous, vraiment, il y avait beaucoup de conditions qui restent et qui devraient... Il fallait mettre cette rentrée à quelle date? Non, mais dans tous les cas, il y avait des conditions. Aujourd'hui, quand vous prenez le seul aspect tout à l'heure qu'ils ont évoqué, les prévisions pluviométriques, en tout cas, ont montré que jusqu'à fin octobre, les pluies seront abondantes. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons, compte tenu des sites, il y a des sites des écoles qui ne sont pas accessibles, même pas en classe en termes d'inondation, même les sites de l'école. Il y a des cours qui sont complètement inondés. Okay. Donc je pense qu'il serait un peu imprudent, n'est-ce pas, de placer les enfants qui vont traverser des plaques d'eau pour entrer dans les classes. Et je pense que si aujourd'hui toutes les conditions sont réunies, s'il y avait des concertations entre les acteurs principaux, quel que soit le temps, tout à l'heure le conseil a dit qu'on avait la rentrée en 20 octobre, mais on n'a pas senti ce retard. Parce que tout est préparé. Tout a été bien préparé, tout a été bien mis en place et que lorsque le 20 octobre est arrivé, on a directement commencé les actes. Sauf qu'en tout cas, on a eu quelques révélations, mais malgré tout, en tout cas, le programme était fini à temps. Et c'est ce qui a permis aux enseignants de faire des révisions aux enseignants et qui a aussi occasionné des résultats assez probants à l'issue des différents examens. Donc, puisque pour moi, ça, c'est notre... En tant que partenaire, moi, je pense que par rapport à la chose... On vit presque la même situation que l'année dernière. Est-ce que pour vous, on doit... comme l'année dernière, repousser cette rentrée jusqu'à quand, je ne sais pas. Bon, je ne dis pas, donc moi j'aurais voulu qu'il y ait des concertations entre les partenaires. Parce que nous avons des choses à dire en tant que partenaires. Nous avons toujours, de tout temps, nos réflexions ont été toujours faites sur la promotion de notre éducation. Nous avons beaucoup de paramètres, des indicateurs que nous pouvons donner au ministère, n'est-ce pas, qui peuvent aussi les amener à faire des propositions au niveau du conseil de ministres. C'est vrai, mais nous souhaitons, comme ça a été déjà fait, que toutes les conditions soient réunies d'ici là pour que le 1er octobre la rentrée soit. Ça, c'est nos vraiment, c'est nos vœux ultimes pour que la rentrée soit effective le 1er. Au moins au niveau du ministère en charge de l'éducation, qui concerne le primaire, le préscolaire et le secondaire, que la rentrée soit effective et le cours démarreront dans de très bonnes conditions. Maintenant, par rapport aux autres aspects, que vraiment je suis entièrement d'accord. C'est vrai que c'est tout à l'heure, comme vous avez évoqué, c'est dans son sang, quoi qu'il en soit. Et même si le ministre de l'Éducation, dans sa veine, là, il y aura toujours un grand syndical, un grand de l'aspect syndical. Donc je pense qu'il connaît la mesure des choses. Nous avons à peine réussi à arriver à trouver un terrain d'attente par rapport au communiqué que nous avons signé. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent que c'est quelque chose que nous tenons parce que c'est des préalables que nous avons définis. C'est des préalables qui nous ont amené même à observer une série d'arrêts de travail. Malgré, en tout cas, notre vouloir. Mais nous sommes arrivés parce que nous sommes aussi acquis. Nous sommes vraiment tellement inquiétés par nos camarades, en tout cas qui attendent impatiemment, surtout l'aspect recrutement. C'est ça qui est beaucoup plus dangereux. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'on a posé la base, qu'au moins les camarades sentent que vraiment on est dedans, on est de plein pied dans le processus de la mise en œuvre des résultats du communiqué conjoint à travers les deux comités. Et lorsque les deux comités seront installés, je pense que c'est à l'intérêt de ce comité-là que l'essentiel du travail va être fait pour amener un consensus général, n'est-ce pas, et pour voir maintenant dans quelles conditions on pouvait ouvrir, même si pour attendre. Parce que ne pas dire nécessairement, il faut que le 1er octobre, là, maintenant que l'arrêté d'ouverture soit sorti. Mais si le comité est en train de travailler, c'est le comité, lorsqu'il aura fini son travail, n'est-ce pas, qui va permettre à ce que le ministère prenne en charge, n'est-ce pas, le ministère de la fonction prenne en charge l'arrêté d'ouverture. Parce que c'est de là on va déterminer le nombre des enseignants avec les critères et les modalités. Mais tant que ce travail n'a pas été fait, beaucoup reste à faire. Mais nous osons espérer. Jusqu'à présent, nous restons confiants. Parce que rien, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui peut entacher. Il n'y a pas quelque chose qui prouve qu'on ne peut pas tenir. Mais nous sommes en train de lancer un cri, comme le président de un cri de cœur, pour que d'ici là, dissiper dans les meilleures conditions, que les deux comités puissent s'installer, qu'ils puissent travailler, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions, et qu'avant même le 1er octobre, que l'arrêté d'ouverture du concours soit sorti. Je pense que dans ces conditions-là, les syndicats vont de manière très solidaire accompagner le ministère, parce que c'est notre vie. Tout ce que nous allons, toutes les réflexions que nous allons faire, toutes les démarches que nous allons faire, c'est pour la réussite de notre système. Il faut que notre système éducatif soit un système de qualité, qui répond aux aspirations aujourd'hui socio-économiques de la population. C'est ça, on voudrait éviter le déphasage là. Maintenant, un deuxième aspect, je pense que c'est vrai que tout à l'heure il m'a répondu, mais
la première année, n'est-ce pas, de l'arrivée du CNSP, c'était une rentrée solennelle qui a été faite à Kolo, où vraiment l'ensemble des partenaires ont pris même la parole pour témoigner leur participation et leur engagement à accompagner le ministère en charge. Je ne sais pas, l'année passée, c'était à Agadez que vous avez lancé. Ils ont omis ça en pensant que nos répondants des régions peuvent répondre. Alors que ce n'est pas ça le processus. Lui, ils savent que depuis la nuit des temps, de tout temps, lorsque le ministère marche, il part avec les nationaux. Il a bien dit tout à l'heure, ils ont pris note. Mais il a pris note. D'accord, il va corriger. Maintenant, par rapport au pékin, c'est vrai qu'on ne peut pas, eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas rentrer sans que le pékin ne soit payé ou le salaire. D'ailleurs, il n'y a pas que le pékin. Certains enseignants qui sont au niveau de la bois, au niveau des bines, pour bien, c'est hier même qu'on a fait le virement. C'est pour dire que c'est un problème général, n'est-ce pas? Mais compte tenu des menaces de la rentrée scolaire, que le gouvernement puisse fournir un effort pour payer les enseignants, pour qu'ils soient dans les conditions d'entrée. Parce qu'il y a des déplacements. Il y a des déplacements à faire. C'est pourquoi donc, nous, en tant que partenaires sociaux, c'est que nous souhaiterons que d'ici là, que tous les enseignants soient dans des conditions pour pouvoir se déplacer et regagner les écoles. Ils ont pris toute la mesure des choses et que ça sera fait avant. Non, cette fois-ci, ce n'est pas à leur niveau. Le paiement des véhicules, le paiement des salaires, c'est à l'autre niveau. Moi, je parle non seulement au nom d'un partenaire social, mais également au nom du ministère, parce que c'est mon ministère de tutelle. Je souhaiterais que mon ministère soit dans de bonnes conditions pour que tous ces répondants puissent être à l'aise le jour de la rentrée scolaire. Et dans ces conditions, il n'y aura aucun prétexte pour que au moins les gens puissent saisir pour ne pas être dans le lieu de travail. Très bien. D'accord. Merci. Oui, Loli, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? On passe à l'autre question pour finir. Monsieur Tchama, je vais revenir un peu sur le décret 2 minutes de le conseiller a fait tout à l'heure. Justement, nous réjouissons de ce décret. Sinon, sans ce décret, moi peut-être je ne serais pas recruté, je ne serais pas éligible. Parce que moi j'ai intégré le contrat depuis 2006. Depuis 2006. Depuis vous êtes 2006. Dans le contrat. Je suis dans le contrat, j'ai 46 ans. Et là, avant, l'âge limite c'est 45 ans. Donc si aujourd'hui ce décret-là est considéré, c'est une façon de nous sauver, nous autres. D'accord. C'est déjà beaucoup d'autres enseignants. Oui, beaucoup d'autres. Nous sommes plus de 22 000 qui sont frappés par la médaille. Plus de 22 000. Et on a corrigé l'anomalie. On a corrigé. Mais le problème qui se pose ici, est-ce qu'on va continuer chaque fois? Est-ce que chaque 2 ans, on peut prendre le même décret? Ah oui, c'est une question. Oui. Vous voyez comment ça marche? Le décret est pris de l'autre côté, mais jusqu'à là, il n'y a rien. Tout est rapide. On doit aller rapidement. Les gens attendent chaque jour. C'est l'âge qui continue. Chaque année, ça augmente. Ça file. On ne peut pas attendre à chaque 2 ans, on dit il faut augmenter 2 ans. Non. Et d'ailleurs, regardez, les décrets là, ça existait depuis longtemps, depuis 2022. On ne part pas à la retraite à 60 ans, il faut 72 ans. Mais quand tu vas intégrer le concours, on te bloque. On ne te fait pas, on t'augmente pas les 2 ans. On dit que tu es bloqué. Là aussi, ce n'est pas juste. Il y a une injustice qui est là. C'est ça qu'on a corrigé maintenant. C'est un décret qui existe déjà. Donc moi, je pense que les autorités du CNSP doivent songer aux enseignants qu'ils ont trouvés, qui les ont soutenus d'abord. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un domaine qui a soutenu le CNSP comme les enseignants. Et vous avez constaté quand notre ministère de l'Éducation nationale faisait les tours des régions, comment elle est accueillie? C'est une réalité palpable. Mais pourquoi tout ça là? Parce que les gens ont souffert, les gens attendaient, les gens pensaient que c'est un changement. Quelqu'un qui a 19 ans de contrat, aujourd'hui, quelqu'un vient, il dit que je vais tout corriger. On a parlé de janvier 2026. Je vais tout corriger. C'est bien normal. C'est bien normal qu'il soit soutenu. C'est bientôt janvier 2026. C'est bientôt, oui, bien sûr. Voilà. Et on va rentrer maintenant dans la 47e année. Donc le décret est toujours là, placé dans les tiroirs. C'est ça, nous on dit, il faut aller. C'est pourquoi nous on. C'est pourquoi je vous dis, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on a signé un comité que j'ai de l'autre côté. Les autorités ont pris l'engagement, des engagements, qu'avant la rentrée, le processus de recrutement sera lancé. Et à l'heure d'aujourd'hui, on revient, on dit non, le décret est déjà signé, c'est déjà bon, il est pris en conseil des ministres, c'est bon, déjà il y a l'espoir. Maintenant, on va aller vers la rentrée. Le conseil technique a expliqué la situation du pays que tout le monde connaît. Non, ça aussi, le conseil n'est pas expliqué ce qui concerne le ministère de l'Éducation. Mais ici, ça dépasse le ministère de l'Éducation nationale parce qu'ils l'ont toujours dit. Question de recrutement, ça les dépasse. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Justement. La fonction publique, le ministère des Finances, tout à fait. Donc, vous voyez, moi, je ne peux pas comprendre.
tu intègres un contrat à 25 ans. Monsieur Loli, le comité que vous avez créé a pris ça en charge. Il faut peut-être, tout le monde l'a dit ici, il faut faire confiance à ce comité. Dans quelques mois, on verra comment ça va évoluer. Et ça ne nous empêche pas encore de rappeler à ce comité. Ah mais oui, le rappel est toujours bon, mais ça on a suffisamment... On est venu ici pour rappeler à ce comité. On est d'accord. Oui, parce que nous en souffrons. Nous en souffrons. Nous voulons qu'on finisse avec ce contrat. Parce que c'est ça aujourd'hui qui anormalise le système éducatif. Ok. On ne peut pas comprendre un pays reste dans un système de contrat pendant des décennies. Beaucoup de gens l'ont dit sur ce plateau. C'est pas normal. Beaucoup de gens l'ont dit sur ce plateau. Et je pense que le CNSP est en train de trouver des solutions par rapport à ça. On sait que c'est aboli dans les autres États, mais pourquoi pas au niveau... Ça va arriver, parce que le CNSP a pris ça en compte. C'est ça notre espoir. Au départ, voilà pourquoi nous avons soutenu le CNSP. D'accord. Donc le CNSP n'a pas droit à l'erreur. Ok. Nous pensons que d'ici là, qu'on puisse nous revenir avec de bonnes propositions, surtout concernant ce recrutement. Ok. Faute de quoi, honnêtement... On va voir. Merci Loli. On va avancer, monsieur le conseil. Rapidement. Oui, je pose la question, peut-être que vous allez... D'accord. Puisque on va insister, vous avez écouté ce que les autres ont dit concernant ces classes qui sont occupées et dont on ne sait même pas comment ça va être fait d'ici le 1er. Il y a aussi un autre sujet que nous-mêmes, on a enquêté, puisqu'il y a des chantiers de construction des classes qui sont inachevés. Et le problème, c'est quoi, monsieur le conseiller? C'est que, selon notre enquête, c'est des marchés qu'on a donnés en 2022. Je parle bien de 2022. Et en 2022, ça n'a pas été fait. Et c'est les mêmes qu'on a reconduits. Les mêmes à qui on a donné le marché en 2022, on leur donne le marché en 2024. Et jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Comment on peut expliquer ça? Que quelqu'un à qui on donne un marché en 2022, qui n'a pas achevé les classes, 2 ans après, en 2024, sous la refondation, on donne les mêmes marchés et jusqu'ici, ce n'est pas fait. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Je reviendrai sur la question. Voilà. Et vraiment, vous savez, les plaintes de M. Lawali Garba sont légitimes. C'est des plaintes reconnues. La question du contrat est un problème. Et c'est pourquoi, au moment des négociations, un des points qui avait eu une ébauche de discussion, c'était effectivement les plans de résorption du contrat. Et je pense que certains ministères ont déjà transmis leur plan. Le ministère de l'Éducation a fait son draft, il a transmis. Je crois que les comités qu'on va mettre en place auront sur leur tableau de bord effectivement cette question de résorption. C'est déjà une bonne volonté. La question de la signature du décret, vous savez, ce décret qui augmente l'âge a été signé en 2022, je crois. Et puis, les autorités qui ont signé ces décrets avaient la possibilité de suivre avec un décret d'application. Mais ils ne l'ont pas fait. Et le CNSP est venu, il a décidé, il a adopté, pour effectivement donner la chance à des camarades comme vous qui ont tout donné dans ce pays-là, on le reconnaît. Un contractuel fait le même travail qu'un titulaire, on essaiera de l'aider pour prendre un salaire peut-être 3 fois inférieur à celui. C'est une injustice, tout le monde le sait. Mais il a parlé de 19 ans. Oui, c'est ça, mais bon, 19 ans, ça veut dire que c'est loin derrière lui. C'est loin avant le CNSP. C'est même très loin avant le CNSP. Voilà. Alors, donc, si c'est tous ces États-là qui avaient accepté la massification à l'époque et qu'il fallait amener tout le monde pour enseigner, vous savez très bien. Vous qui avez été bien formés, avez côtoyé des vendeuses de salade avec vous dans les mêmes classes avec des enfants à sacrifier. Je crois que la responsabilité, elle est lointaine. C'est vrai, l'État a une continuité et c'est à ce titre-là que justement le CNSP a décidé de prendre la question en charge. Mais à l'heure actuelle où le pays encore souffre des séquelles de tout ce que vous connaissez, il faut encore lui donner le temps de respirer et de se reprendre. Mais ces décrets-là, il fallait les faire. Si on met le comité pour qu'il réfléchisse, sur quelle base il va sélectionner le nombre et autres? C'est ça le problème. Il fallait ces décrets-là. Maintenant que le décret est prêt, je pense que c'est un bon outil de prise de décision. D'ailleurs, qui vous arrange plus que n'importe qui. La mise en place du comité, le gouvernement a dit d'ici janvier, il va finir le recrutement. Voilà. C'est ça. Maintenant, quand est-ce qu'il va le commencer? Il reste encore quelques mois. Oui, c'est ça, la finition du recrutement. En fait, le recrutement finit lorsqu'on met en solde. Tout à fait. D'accord. De toutes les façons, la machine administrative n'est pas sous la tutelle des syndicats, mais sous la tutelle du gouvernement qui a pris cette décision. Absolument. Et je crois qu'elle fera le nécessaire pour vous satisfaire, au vu de tout ce que vous avez donné comme sacrifice qu'on reconnaît. En fait, quand on pleurniche et qu'on vous
reconnaît quand même la légitimité. Tout est clair. Hein? On passe. Bon. De dire, bon, on vous souhaite bonne chance. Merci. Pour essayer nos larmes. Loli. Pour la question de l'ENDRAP, hein, vous l'avez soulevé. En fait, l'ENDRAP, c'est une vieille histoire que je ne vais pas raconter ici. On a mis en place politiquement des directions centrales qui ont chapardé, arraché les prérogatives de l'ENDRAP pour question de casier des amis. Et on a laissé les grilles comme peau de chagrin. Donc c'est fait sciemment. Et à l'arrivée du CNSP, la question de l'imprimerie moderne a été réactualisée. Nous avons géré ces dossiers-là. Et actuellement, ce dossier-là est en cours pour qu'on mette en place une imprimerie moderne. Haut de gamme. Pour que l'ENDRAP... Et quand vous rentrez, vous allez voir des chantiers. Il y a un chantier qui a commencé. Mais il fallait qu'on ait la convention, qu'on la finisse entre États et qu'on engage. Quand même, le CNSP a décidé que l'ENDRAP sera... Et ce qui est en cours en l'ENDRAP, c'est beaucoup de choses. Bientôt, on n'aura plus besoin de commander... Non, absolument. Déjà, en plus de l'imprimante existante, si cette imprimerie existante, si cette nouvelle imprimerie haut de gamme voit le jour, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller ailleurs. Et l'ENDRAP va même bénéficier d'outils médiatiques haut de gamme aussi, complets, pour émettre, pour que les zones d'insécurité puissent quand même avoir les émissions. Comme vous le connaissez, beaucoup de nos zones ont fait la télévision scolaire. Bien sûr. Et ils ont réussi avec ça. Eh bien, on est en train de ramener un organe complet d'émissions pédagogique, de formation des enseignants et des encadrés pédagogiques qui peut émettre non seulement en audio, en radio, mais aussi en télévision. C'est aussi un projet. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai été conseiller au niveau du conseil d'administration de l'ENDRAP. J'essaie de construire pour l'ENDRAP. Et je pense que cette histoire est en train de finir, s'il plaît à Dieu. Merci. Et pour la question que vous avez posée, dont je ne suis pas très spécialiste, la question de passation des marchés, je peux vous dire que au niveau du ministère, j'arrive. Oui, j'arrive. Si on a donné à d'anciens... C'est les mêmes en 2022 qui ont bénéficié de ce marché, qui n'ont pas exécuté, ils ont laissé les cas inachevés, au même qu'on a remis en 2023. Comment on peut expliquer ça? D'accord, monsieur Timogo. Moi, j'aimerais bien que votre document d'enquête soit transmis au ministère de l'Éducation nationale. Je suis sûr que... Je prends un cas, on prend le cas de la région de Maradi. Mais des contrats sont en train d'être résiliés. Ah, ben voilà. Et à partir de quand En tout cas, des contrats sont en train d'être résiliés. Cette année. Non, la question, j'ai bien dit, c'est les mêmes à qui on a donné en 2022, qui n'ont pas achevé les sessions. Comment on peut en 2024 encore remettre le même marché aux mêmes personnes? C'est le budget national? Vous savez bien. Je viens de l'apprendre. J'aimerais bien que le document de cette enquête soit transmis au ministère de l'Éducation nationale. Et je suis sûr que des mesures seront prises. Parce que déjà, pour les cas constatés, des mesures disciplinaires sont en train d'être prises. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a eu des cas déjà... Absolument. Surtout à Maradi, dont vous parlez. Voilà, à Maradi. Voilà. Donc, c'est la vérité. On a les images et tout de ces classes. Mais vous savez qu'on a des chantiers de 2014. Qui n'ont pas... Voilà, qui sont là encore où on a mis des toits dessus. Et les gens dorment chez eux. Mais ça, pour le moment, le chef qu'on ne glisse pas sur les débats parce que j'allais vous poser la question à vous aussi. Ah oui. Pourquoi les gens dorment tranquilles chez eux? Ah oui, voilà. Pour des chantiers de 2014, c'est vrai, le gel a été causé par la question de l'insécurité. Oui, il faut le reconnaître. Mais après, quand même, des nouvelles classes ont été construites. Pourquoi on n'a pas fait en sorte que les anciennes classes déjà commencent à être finies? Et je pense que les mesures seront prises pour que l'essentiel soit fait. Nous ne pouvons pas soutenir des tâcherons qui volent l'argent de l'État, construisent leur maison et laissent les classes quand même sans toit. On parle de classes. On a vu des classes de plus de 15 ans, comme ça. Qui ne sont pas finies. Oui, finies à Lanto et puis on a arrêté. Et les gens sont là dans ce pays, d'autres ont fini, mais il y en a beaucoup qui sont là et qui continuent leur activité. Et je pense que c'est ensemble qu'il va falloir qu'on dénonce ça. D'accord. Et qu'on dise à qui du droit de prendre les dispositions nécessaires. D'accord. Pour réprimer ces genres d'indélicatesse. D'accord. Oui. Merci. Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez ajouter Bien. Ces classes qui sont encore occupées, d'autres qui sont inachevées. Les classes... à qui on a donné des marchés et qui dorment dessus. Les classes occupées, comme l'a dit le conseiller, personne ne peut rester insensible au social. Voilà. Mais comme je le dis, il ne faut pas attendre à l'arrivée d'un problème pour pouvoir lui trouver des solutions. D'accord. Le comité de gestion des inondations ou le comité de gestion des catastrophes, ce sont des structures qui doivent planifier, aider l'État à trouver toujours des issues de sortie quand il y a telle situation. Or, chez nous, on attend toujours le problème, c'est quand il arrive qu'on cherche à les solutionner. Parce qu'on va faire deux problèmes. Si aujourd'hui ils sont là, les scolaires, le 1er octobre, le 30 septembre, à la porte de l'école, que faut-il faire? Parce que l'enfant aussi se sentira mal à l'aise de pouvoir remplacer son papa ou ses frères dans une classe.
Donc tout ça là, c'est des situations que nous devons revoir ensemble et préparer, comme il a dit, depuis février. C'est depuis février, on doit aussi préparer comment faire quand il y a inondation. Parce qu'il y a trop de chantiers, il y a trop de maisons. Actuellement, il y a trop de villages, même dans Niamey, de l'État, qui sont, je ne sais pas quoi. Tout ça, là, c'est des logements que l'État peut les réquisitionner, faire de ça des logements sociaux et donner à ces sinistrés-là. Maintenant, par rapport à cette question des chantiers, c'est vraiment... Inachevé. Inachevé, ça... C'est une réalité? C'est la pire catastrophe que l'on peut vivre dans le temps actuel. Dans la refondation. La refondation dit qu'ils sont venus pour remettre de l'ordre. Et on a trouvé des chantiers de 2014, moi je connais des classes de 2014 inachevées qui sont là. Et comme il l'a dit, nous revoyons les mêmes. Nous sommes des Nigériens, on se connaît. C'est les mêmes. C'est les mêmes. À qui on donne des marchés. Et qui finissent jamais ces marchés. À qui on donne et qui n'exécutent jamais ces marchés. Exact. Et maintenant, on continue à le donner. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà. C'est qu'on contourne. Il y a des structures d'accompagnement dans les établissements. Les comités de gestion décentralisés des établissements scolaires, dans lesquels se trouvent les enseignants, l'administration scolaire, les scolaires et les parents d'élèves. On vient installer, donner un marché à quelqu'un pour construire des classes sans que ce comité-là ne soit mis à contribution. Alors que quand on lui, dès la signature du contrat, si c'est à Issoufou, on donne ce marché-là. Moi, je suis parent d'élèves, membre du comité de gestion. On lui donne ce marché et il signe devant nous. Tout à fait. Nous sommes le suivi. C'est à nous de dénoncer. Mais c'est quelqu'un qui va vous venir. Comme ça. Vous venez, vous allez trouver déjà, il fait la fondation. Vous parlez, il va vous dire, ah, ça vient du haut. Lui, il n'a rien à voir. Le directeur, vous avez vérifié qui donne ce marché? chef d'établissement est souvent... Qui donne ce marché? Vous avez vérifié? Quand, tu vas parler au Niger comme ça, là. Quand on te dit que ça vient du haut, tu es obligé de te taire. Et même le chef d'établissement, demain on vient, on lui amène des pièces, il signe. Il signe seulement comme si, ok, ça avance, tout ça là. Pour se chercher. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc la refondation là, doit mettre les gens dans cette... Même sous la refondation, les gens ont peur. Pour que moi, parent, pour que l'enseignant, pour que ce comité de gestion joue son rôle, l'État doit punir ce monsieur-là. D'accord. Et lui dire de respecter les textes. Donc vraiment, et par rapport, merci Issoufou, par rapport à l'INDRAP, vraiment, c'est vrai ce qu'il a dit actuellement. Moi, je suis membre du conseil d'administration actuellement au nom de l'association des parents d'élèves. Et nous voyons l'évolution des choses. Il suffit juste de réactualiser cette signature de contrat entre les différents partenaires pour que nous puissions voir l'arrivée même des machines, parce que les machines étaient bloquées depuis le coup d'État, où les frontières étaient bloquées. Et voilà ce qui fait que souvent ça retarde. Mais en tout cas, nous osons espérer, je le dis au conseiller, de continuer ce combat-là auprès de la ministre de l'Éducation, parce que déjà dans le ministère même, le ministère a des représentants au niveau du conseil d'administration, pour que nous puissions vraiment éviter ces nombreux libraires-là qui sont là, qui nous vendent du n'importe quoi et que nous consommons. Et ce sont des parents où souvent on nous parle des histoires avec lesquelles notre culture est en déphasage. D'accord. Merci. Oui, Gali, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? Vraiment, je vais aussi aborder dans le même sens par rapport à la question de fourniture. Parce qu'il faudrait rappeler qu'au Niger, c'était devenu une tradition. En réalité, les fournitures ont été toujours une préoccupation pour les parents d'élèves et les enseignants. C'est pourquoi, quoi que l'État, en tout cas, va continuer à fournir cette école-là, c'est toujours une attente de la part des parents d'élèves et du gouvernement. Maintenant, par rapport à la solution, déjà, tout à l'heure, ils ont dit, nous, récemment, on avait siégé au conseil d'administration, on est membre. Notre syndicat était de l'INDRAP. D'accord. Pas plus qu'à la veille de la Tabaski, nous avons tenu notre dernier conseil et des informations vraiment très satisfaisantes ont été données. D'ailleurs, la machine, comme il l'a dit, la grosse machine, est actuellement disponible à Cotonou. C'est le problème diplomatique qui a fait qu'on n'a pas vu arriver à acheminer ça. Et le jour où nous arriverons à avoir cette machine, je pense que ce qui reste pour le contact, là, ça va aller. Et comme il l'a dit, vraiment, nous a annoncé aussi l'ouverture des médias, là, le canal de transmission, vraiment qui vont permettre, même en situation de crise, de passer. Parce que si vous vous rappelez, et c'est lui-même qui a fait des propositions au temps de Covid-19. Nous avons fait des propositions à l'État. Et c'est pourquoi j'ai dit la part du gouvernement, la part des partenaires sociaux, vraiment c'est très important. Nous réfléchissons chaque jour pour voir comment on va
procéder, comment on va faire pour que le système puisse évoluer. Et je pense à son temps, il était même l'acteur qui a proposé, n'est-ce pas, de faire des procédures en fait de sortie de crise en cas pour la période de Covid. Ça n'a pas été venu du ministère, mais c'est les syndicats qui ont proposé que c'était une bonne voie. Nous, ce que nous souhaiterons, toujours notre vie, et comme j'ai dit, c'est que l'année académique soit toujours bonne. C'est que les conditions puissent être réunies pour que le processus enseignement-apprentissage se déroule normalement, de manière à ce qu'à la fin de l'année, qu'on engrange des résultats assez probants à la grande satisfaction des parents et des enseignants. C'est ça notre vie. Mais c'est pourquoi toujours nous faisons des garde-fous. Parce que ce sont des garde-fous lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, qui nous amènent à un certain moment à des moments d'arrêt de travail. Et ce n'est pas de la gaieté des enseignants. Aujourd'hui, quand tu vois un syndicat aller en grève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous demandons. Chacun sait que c'est un silence qui ne dit pas son nom, mais chacun a une prise de position. Et c'est pourquoi je pense que ces silences-là finissent, en tout cas, par trouver une satisfaction de part et d'autre. Ce n'est pas fini. Vous avez donné beaucoup de temps. Allez-y. Maintenant, par rapport au partenariat, c'est vrai que lui, sa position ne le permet pas de le dire. Mais on ne peut pas nous comparer, même s'il y a des groupements qui ne valent rien. En termes de représentativité. Parce qu'il ne sert à rien d'amener un regroupement qui n'a pas de répondants. Et quelles que soient les actions, quel que soit ce qu'on va prendre, n'est-ce pas, on n'aura pas de résultats, parce que les anciens n'auront pas de résultats. Parmi nous, on le sait. Et avec la balkanisation des syndicats, il y a des syndicats qui ne disent que des non. Quand c'est du non. Et ces gens-là, quand ils le représentent, maintenant les partenaires sociaux, au niveau d'une assise, au niveau d'un comité, au niveau... Mais qu'est-ce que maintenant la base aura comme information? D'abord, de deux, il ne s'agit pas de représenter les syndicats. Il s'agit aussi, quand vous partez, que vous contribuez. Parce qu'en amont, vous devez réfléchir au niveau de vos syndicats pour faire un certain nombre de professions que vous allez véhiculer. Il faut que ça tienne compte. Mais nous, je sais que lui, sa position ne lui permet pas de le dire. Mais nous, à chaque fois qu'elle nous oublie, en termes au nom de la rotation, là, nous allons décrire pour dire que nous avons été mis de On a compris, d'accord. Ça, c'est clair. C'est bien dit. Ça, c'est clair. Merci. Est-ce qu'elle a pris note? Là, elle a pris note. Là, c'est ici. Oui, Loli. Comme ça, on va la dernière bien, question. donc je vais aller rapidement. Très rapidement. Surtout par rapport aux classes. Le syndicaliste a beaucoup de choses à dire. Oui, par rapport aux classes inachevées. Oui, non. Comme ça, il a des éléments qu'il doit présenter. Allez-y. Par rapport aux classes inachevées, lui, le conseil, il sait. Il sait. Oui. Il y a eu des passations de marché par le PAC. L'État a une responsabilité. Parents est mieux connaissent. Imagine si on veut créer quelqu'un, c'est facile. Oui, c'est très simple. Même sur la refondation. Je pose la question. Pour l'instant. C'est avant ou pendant la refondation? Non, c'est un constat du terrain. On est en train de faire. On constate des classes inachevées qui sont là pendant plus de 10 ans. Parce que déjà, on n'avait pas de sous. On te dit, viens construire des classes. On va te donner, même si tu as 20 millions, construire des classes de 60 millions. C'est ça, 60 millions. 60 millions. Toi, tu n'as que 20 millions. Alors, comment tu peux construire des classes de 60 millions? Tu ne peux pas. Maintenant, arriver à 30 millions, tu es bloqué. Tu restes tombé. Mais ça a été l'État refuse de ne peut pas prendre des classes à moitié faites. Ce n'est pas possible. Donc, tu perds, l'État aussi perd. J'ai dit, ils ont empoché l'argent ou pas? Quel argent? Toi, tu as utilisé ce que tu as. Oui. L'État n'a même pas. Il y a quelques. C'est pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a des endroits, il y a des situations où on n'avance même pas. L'État ne t'avance même pas. On te demande de faire avec ce que tu as. Non, il faut dire la vérité. C'est ça, on te dit il faut nous faire. Voilà, tu auras un gros lot. Fais-nous seulement ces classes-là. Après, tu reviens, il y aura quelque chose à te donner. Tu auras un bonus. Toi, en fonction de ce que tu as, tu commences. Plus loin, tu te bloques. Bien sûr. Voilà tous les problèmes. Ok, d'accord. Donc nous pensons qu'ici, c'est le lieu de corriger. Ces gens-là, il y a ceux qui sont morts même. Donc le CNSP doit prendre ces classes-là en charge. En charge, ok. En charge. Et oublier tout ça là. D'accord. Et pardonner, comme le contexte. D'accord. Et en ce qui concerne maintenant notre situation par rapport à nos attentes pour que la rentrée soit comme toutes les rentrées, une rentrée normale, ce que nous souhaitons. Aucun syndicaliste ne veut une rentrée compliquée. Aucun syndicat. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. C'est les fils du pauvre. Nous sommes les enfants du pauvre. Ce sont nos enfants. Et là, les autorités, aucune autorité n'a un enfant à l'école publique. Ils savent où leur enfant étudie. Alors, nous avons des engagements de l'autre côté. Le CNSP a pris des engagements à honorer avant la rentrée. Et nous souhaitons qu'avant octobre,
avant le 1er octobre, que le CNP puisse honorer à ses engagements. Si réellement le CNP voudrait faire de l'école nigérienne une école du peuple. D'accord, le message est passé. Je dois ajouter pour les classes là. Allez-y. Je me rappelle en 2022, nous avons accompagné le ministre en charge de l'éducation au niveau des quartiers, là, comment on l'appelle, Blad, là-bas, après Riyad, là, où nous avons procédé à un lancement officiel de près de 3000 classes. C'est l'ensemble du territoire dont Niamey doit bénéficier de 236 classes. Et je me rappelle bien dans son discours, le ministre de l'Éducation à son temps, il a dit, en tout cas, aucun échappatoire, aucun, comme l'a dit, en tout cas pour un entrepreneur qui oserait ne pas effectuer le travail. Mais à la date actuelle, parmi toutes ces classes-là, je ne pense pas s'il y a une classe qui a été réalisée. Et mieux aussi, nous avons fait des débats au niveau de la mairie centrale, n'est-ce pas, là où il a déclenché son projet 100 classes par 0 classe par. Les partenaires ont contribué. Mais où sont cet argent? La même année, les classes par ont continué. C'est pour dire que c'est vrai qu'il y a une nette amélioration ces derniers temps. Et ce que nous saluons au passage en tant qu'enseignants, mais de toujours de persévérer, de continuer. De faire pression pour ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent des engagements et qui n'arrivent pas à honorer. Il faut que l'État, en tout cas, fasse agir cette situation. Et il faut qu'on sache aussi à qui donner le marché. Si aujourd'hui, hier, ça n'a pas marché. En tout cas, je ne pense pas si, même demain quand on te donne, tu auras le courage de le faire. Donner un marché en 2022, le gars ne finit pas. En 2024, on lui donne. C'est une prime. On encourage, hein. C'est pas normal. D'accord. Merci. Et pour finir, puisqu'on a fait pratiquement le tour, pour finir, monsieur le conseiller, quel sera vraiment votre message en direction des élèves, des parents, des enseignants à quelques jours de cette rentrée scolaire? En une phrase. Merci. En une phrase. Je voudrais dire quand même que au niveau du ministère de l'Éducation, même si je ne suis pas dans la question du marché, ce n'est pas mon domaine, mais je sais que quand même dans les réunions de prise de décision, il a été dit de sélectionner les entreprises sérieuses. C'est pourquoi je suis pressé de voir quand même les résultats de l'enquête qui ont déniché d'anciens mauvais tâcherons à qui on a donné. Mais sinon, l'instruction était claire avec la ministre de ne pas donner aux tâcherons. Vous-même, vous avez parlé du cas de Maradi. Oui, bien ça, je ne pense pas. J'ai dit, je ne peux pas assurer qu'il a été un mauvais entrepreneur auparavant. D'accord. Donc, peut-être que l'enquête va nous permettre de voir plus clair. Et moi, j'aimerais, le message que je voulais lancer, vous savez, autour de ce plateau, il est difficile. Et même, ils le savent qu'à l'arrivée de la ministre, la sincérité quand même a prévalu. Et elle a porté une valeur qu'elle a pu quand même implémenter là où c'était possible. C'était la question de la justice sociale. C'était les torts qui ont été commis, de pouvoir les réparer lorsque la légalité le permet. Et tous les torts où la légalité a permis à la ministre d'agir, elle a agi pour réparer, sauf si elle ne les connaît pas. Et d'ailleurs, pour certains cas indélicats et délicats qu'elle avait trouvés, hautement délicats, notamment les instituteurs qu'on avait engagés alors qu'il n'y avait pas de texte. En fait, on ne rentre pas dans le débat des textes ici, mais en réalité, l'arrêté qu'on a fait avaler au président de l'époque pour dire qu'il peut gérer le stage sur le terrain, alors que dès qu'on rentre dans la profession, ce n'est que le statut dans la fonction publique qui gère. Mais on a fait gérer une carrière par un arrêté qui organise pédagogiquement une école normale. Dès qu'on sort de l'école normale, en dehors des stages de formation pédagogique, si c'est pour exercer en tant que professionnel, il n'y a que la fonction publique qui les gère. Cet arrêté-là a causé les dégâts qu'il avait causés, mais la ministre a fait toutes les offensives possibles pour amener les parties prenantes à accepter de payer. Ça aussi, c'est une justice. En fait, il y a tellement de choses que je voudrais dire ceci à la fin. Franchement, vous savez, il est important de constater que les résultats 2024 ont été probants. De loin mieux que les résultats antérieurs. Les résultats 2025 ont été meilleurs que ceux 2024. Et en tout point de vue, les mauvaises choses reculent, les bonnes avancent. Je pense que c'est l'occasion, comme le fait la ministre, de remercier franchement. Parce que quelles que soient les bonnes décisions que le ministère va prendre, tant que l'enseignant ne la met pas en œuvre, tant qu'il n'est pas mis en confiance, il ne le fait pas. Et la ministre n'avait pas d'argent à donner, mais quand même, elle a mis les enseignants en confiance avec l'appui des partenaires, qui sont les syndicats et les parents d'élèves, qui ont fait comprendre qu'il y a un contexte. Il faut aussi donner. Vraiment, au nom de la ministre, moi, j'ai à vous remercier parce que quand nous regardons nos résultats et les écarts de plus de 10 partout, dans le bon sens, et des écarts de recul pour les mauvais chiffres, de plus de 10 partout, je peux dire qu'il faut dire bravo aux enseignants et aux parents et espérer que cette année aussi, s'il plaît à Dieu, qu'on puisse faire mieux que 2024. Merci. Oui, quel sera votre message rapidement, en une phrase? Bien, mon premier message à l'endroit des parents d'élèves,
qu'ils sont les premiers acteurs de conditionnement de leurs enfants pour qu'ils apprennent très bien. Parce que Dieu nous a demandé de nous marier, il nous a demandé d'avoir des enfants, il nous a demandé de les mettre dans le chemin de l'éducation. Il ne faut pas attendre l'éducation et surtout respecter les valeurs et les mœurs, parce que c'est ce qui est beaucoup, c'est ce qui fait que beaucoup ça échoue et l'indiscipline se caractérise. Deuxièmement, maintenant, à l'endroit des enseignants qui continuent le sacrifice, nous allons demander qu'ils sachent qu'ils sont les donneurs de savoir. Donc, par conséquent, nous devons ensemble conjuguer nos efforts dans la collaboration à travers les structures de déploiement et d'accompagnement qui sont dans les écoles pour que nous puissions nous-mêmes trouver des bonnes propositions de contribution à l'État parce que l'État n'est pas moralement, physiquement sur le terrain. C'est nous qui sommes là, donc c'est à nous de conjuguer les efforts et faire des propositions à l'État. Et l'État aussi, nous savons aujourd'hui, l'État, depuis l'arrivée de la refondation, il faut le reconnaître que nous, en tant que parents d'élèves, nous avons senti que nous sommes pris, nous avons été mis en valeur. Et beaucoup de nos attentes ont été solutionnées, d'autres sont en cours parce que nous sommes consultés et acceptés dans tout ce qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité, sans rentrer dans le cadre pédagogique qui ne ressort pas, qui n'est pas de notre ressort. Bien sûr. Donc nous encourageons le président de la République pour continuer à prendre effectivement des décisions très importantes, notamment nous profitons pour le remercier pour cette réduction de 20% sur les frais de scolarité en attendant que certaines mesures... C'est une question qui va revenir dans le prochain débat, puisqu'on a convié les écoles privées aussi dans le prochain débat qu'on aura fait pour savoir exactement si cette mesure elle est réellement appliquée sur le terrain ou pas. Le ministère qui a le plus grand nombre d'établissements privés, j'espère. Voilà. C'est-à-dire nous. J'espère que nous serons là à vous. Très bien, vous serez là. Vous êtes conviés. À la base de vous la êtes conviés à ce débat. Vous êtes conviés à ce débat. Et c'est le samedi prochain. Là. Donc voilà, je lance déjà l'invitation. C'est pour le samedi prochain pour savoir si cette mesure, réellement, elle a été appliquée ou pas et comment ça se passe sur le terrain. Merci. Voilà, merci beaucoup. Oui, Laoli, quel sera votre message? Bien, donc, mon premier message ici, moi j'ai deux doléances à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale à travers son conseil technique. Et nous avons une catégorie des enseignants qui sont là, sur le terrain, mais qui ont aujourd'hui 17 à 18 mois d'arrêt de pécule. Les enseignants de PROSEF, un projet à former des enseignants afin de les reverser à l'État. Le projet est fini, l'État a refusé de prendre ces enseignants-là. Les enseignants, ils ne savent rien faire que d'enseigner. Ils ne sont pas restés à la maison. Malgré tout, ils ont continué à enseigner. Maintenant, ce sont les parents qui les prennent en charge. En charge, d'accord. Nous souhaitons que l'État du Niger fasse vraiment quelque chose pour ces enseignants. C'est un plaidoyer. Le deuxième plaidoyer. Ah oui, c'est pas à préciser. La deuxième doléance, c'est par rapport... C'est un plaidoyer, voilà. Monsieur le conseil technique, nous avons des petits frères qui ont fait l'école normale. Nous avons jusqu'à 4 promotions. Ils font l'école normale. Ils finissent, mais ils sont là. Ils ne sont pas recrutés. Justement, nous avons demandé la suppression du contrat. Mais nous n'avons pas demandé la suppression du contrat pour ne pas encore recruter à la fonction publique. Les deux vont ensemble. On recrute à la fonction publique, on supprime le contrat. On n'a pas recruté à la fonction publique, on a supprimé le contrat. 4 promotions de l'ENI qui sont là, qui ne font rien du tout. Mais à quoi servent ces ENI, monsieur le conseiller? Si on peut former et ne pas prendre, ne serait-ce par contrat, mais alors, les ENI là, il faut les fermer dans ce cas. Ça sera l'objet sans doute de notre débat, Loli. Voilà, donc c'est ça mes deux revendications à l'endroit. Merci, le message est passé. Oui, Gali, on finit rapidement avec vous. Je veux rapidement rebondir aussi sur la réduction des prix des écoles privées. Donc, moi, mon syndicat était membre du comité qui a été installé. Que nous avons travaillé pendant plusieurs mois, n'est-ce pas, par rapport aux réflexions sur la réduction afin de soulager les difficultés des parents d'élèves, n'est-ce pas, pour aussi permettre à certains élèves qui ont eu la malchance de fuser leur cycle et d'accéder à l'école. Je pense que vraiment aussi le suivi doit être en tout cas rigoureux. Et il faut qu'il y ait un comité en tout cas de suivi et de vérification du respect de ça. Maintenant, par rapport à tout à l'heure, la machine sur mon mot, et par rapport d'abord aux élèves qui viennent de sortir de l'école normale, je me rappelle en 2022, la même année,
nous avons été dans la revue annuelle. Et je pense que suite à ce travail, on avait constaté qu'il y avait en tout cas un grand déficit des enseignants sur le terrain. Donc pour permettre, n'est-ce pas, aux enfants nigériens d'être enseignés et dans de bonnes conditions, je pense que spécialement à l'occasion de cette revue, on était revenu sur la décision d'ouvrir des recrutements des enseignants contractuels. Et c'est ce qui a amené l'année passée, si vous vous souvenez, on avait demandé à toutes les régions de procéder au recrutement. Je pense que vraiment il faut que le ministère en charge de l'Éducation nationale puisse revoir cette copie, parce qu'il ne sert à rien de former de chômage, sinon les écoles vont fermer. Si chaque année on enseigne et que les enfants restent à la maison, je pense que l'engouement là-bas quitté, puisque beaucoup de nos enfants étudiants ont vu que c'est une ici, n'est-ce pas, qui a été ouverte et qui a permis à beaucoup des étudiants d'aller rapidement vers l'école afin qu'ils trouvent des débouchés, malheureusement ces dernières années. Et je pense que de la même manière que le ministère continue à faire des démarches constantes pour permettre aux Nigériens de souffler et d'être dans des conditions, je pense qu'il faut que le ministère puisse réfléchir. Troisième aspect, je pense que, non, c'est avant-dernier aspect, c'est que la réunion des cadres qui avait constitué, en tout cas qui constitue pour le ministère de l'Éducation, et un cadre d'anticiper des difficultés, je pense qu'il doit être permanemment tenu. Sinon, je me rappelle, il y avait des réunions de consultation des cadres qui ont été prévues et qui permettent au ministère de l'Éducation nationale de mener des réflexions et d'anticiper ces résultats. Je pense que si ces cadres-là, en tout cas, continuent à être siégés correctement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées sans qu'au moins au niveau du ministère consente qu'il y a des petits bruits qui sont à l'horizon. Et c'est pourquoi je pense que vraiment ces cadres doivent être redynamisés et de faire en sorte que vraiment nous créons un contexte pour lequel, ou périodique, n'est-ce pas, que le ministère peut s'asseoir avec ses partenaires pour voir maintenant à l'heure actuelle où nous en sommes. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas marché. En tout cas, que ça soit de tous côtés. Ça va permettre aujourd'hui de ne plus être de la rue et de ne plus en tout cas nous voir s'embraser pour des situations. Voilà, donc je prends espoir en donner que le communiqué là aura, en tout cas, le communiqué conjoint aura sa solution d'ici la rentrée 2026. Merci. Merci vraiment Gali pour votre contribution vraiment à ce débat et tout ce que vous avez soutenu et développé. J'espère que, comme vous l'avez si bien dit, l'État, le ministère de l'Éducation, l'État en général trouvera une solution d'ici le 1er octobre pour qu'il y ait une très bonne rentrée scolaire que vous tous vous souhaitez, parce que vous l'avez dit. Aucun enseignant, aucun syndicaliste ne souhaite que la rentrée se fasse très bien et je pense que ce message-là, c'est un message fort et l'État doit en prendre compte. Merci beaucoup. Laoli, merci aussi pour votre contribution, tout ce que vous avez dit. Vous avez beaucoup insisté sur la situation des contractuels qui est réelle, parce que bon, il faut, quand quelqu'un fait 19 ans, 20 ans de contrat, c'est vrai, avec une famille, c'est pas aussi facile. Mais comme déjà le gouvernement aussi a pris cette question en charge, le conseil technique l'a dit, et d'ici janvier, on verra bien comment ça va évoluer. Au moins apporter un début de solution à cette situation. Je pense qu'il faut être un tout petit peu patient, parce que quelqu'un qui a patienté 17 ans, 20 ans, c'est pas quelques mois qu'il ne va pas patienter. Donc je pense qu'on trouvera une solution. Vraiment, merci pour votre contribution. Monsieur le conseil technique, Arjika, merci aussi avec toutes les informations que vous avez données ce soir. On a vu le chiffre des élèves qu'on a que chaque année, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et c'est vrai, l'État, vous l'avez dit, on est dans une situation que tout le monde connaît, il ne faut pas se cacher les choses. Et ce que vous avez d'important, c'est qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. C'est ce qui a manqué par le passé. Il faut dire la vérité. Quand on dit la vérité, que les gens soient informés d'une situation, je pense qu'ils peuvent comprendre. Et c'est ce qui a manqué. Mais avec le CNSP, depuis le 26, c'est la vérité. Il faut dire aux gens comment se présente la situation, ils vont bien comprendre. Et je pense que ça peut faire évoluer les choses, ça peut faire bouger les lignes. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale va continuer dans ce sens. Vraiment, merci. Merci. Et je pense que vous allez mener aussi cette enquête qu'on a dit à Maradi et dans les autres localités. On donne des marchés à des gens qui ne finissent pas. On va vous envoyer les documents. Les images sont là. Vous allez même les voir sans doute au cours du débat, puisque on va illustrer ce que nous avons dit. Pour montrer aux gens ce qu'on a dit, voilà parce qu'on a reçu ces images et vous allez les voir. Donc vous allez regarder vous-même, vous allez voir les images. On va le faire partout. On le fera partout, parce que ça c'est la vérité. Il n'y a pas que Maradi, donc c'est sûr qu'il y a d'autres régions, on va encore vérifier. Oui, mais dans les autres secteurs aussi. Oui, dans les autres secteurs. On n'épargne aucun secteur. Monsieur Arzika, merci. Mais, Monsieur le Président, vraiment merci pour ce que vous avez dit ce soir, pour votre contribution et tout ce que l'association des parents d'élèves est en train de faire. Vous l'avez dit que pour une fois, vous êtes considérés, parce que c'est ça aussi. Et c'est ce que aussi les syndicats ont dit pour les associés, parce que vous êtes associés.
aussi à tout ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'éducation. Je pense que même les syndicats doivent le faire pour pouvoir discuter et puis trouver des solutions. Et vraiment, merci. Et on voit que l'association des parents d'élèves a pris les choses en main parce que vous êtes constamment sur le terrain pour trouver des solutions par rapport à l'école nigérienne. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. En attendant aussi de voir la rentrée du 1er octobre, comment ça va se passer. Monsieur le conseiller. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour notre prochain débat, nous parlerons des préparatifs de la rentrée scolaire au niveau de la formation professionnelle et technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.